S'il est bien deux thèmes qui ont obsédé tant la littérature que les pratiques de management au cours des 2 décennies écoulées, ce sont ceux d'un côté de la création de valeur et de l'autre de la gouvernance de l'entreprise. Le premier renvoie à la dimension productive, voire créatrice de toute entreprise. Quant au second, il renvoie évidemment à nombre d'enjeux fondamentaux, comme par exemple la structuration des pouvoirs dans et hors l'organisation. Gérard Irigoyen, bonjour. Gérard Irigoyen, vous êtes président honoraire de l'Université de Bordeaux, vous êtes responsable du pôle sciences de gestion. Vous avez publié, on en est à la 4e édition, Création de valeur et gouvernance de l'entreprise avec Jérôme Cabi et Christian Prat-Dioré. 4 éditions pour nous parler de création de valeur et de gouvernance. La création de valeur, on pense tout de suite, création de valeur pour qui? Pour l'actionnaire, pour d'autres parties prenantes? C'est cet ouvrage, que nous apporte-t-il comme réponse? Merci Jean-Philippe Denis d'abord de m'avoir convié à participer à cette émission. Création de valeur, bien entendu, nous l'utilisons dans le sens où valeur est au singulier. Oui. Parce qu'on aurait pu imaginer aussi création de valeur au pluriel. Les valeurs créant de la valeur. Mais pris dans ce sens, et notamment par rapport au titre de l'ouvrage, création de valeur est entendu sous le sens communément habituel, c'est celui de création de valeur actionnariale. Il s'agit finalement de créer de la valeur financière pour l'actionnaire. Il y a, je dirais, une prégnance de la valeur actionnariale dans les débats sur la gouvernance. Bien sûr. Il y a prégnance de la valeur actionnariale et je dirais que cela trouve dans les origines finalement théoriques de ce problème. C'est la théorie de l'agence. C'est la théorie de l'agence. C'est la théorie de l'agence, c'est la relation agentielle qui finalement a fondé je dirais, l'importance accordée à la valeur actionnariale. L'investisseur apporte des fonds aux dirigeants de les faire fructifier et donc de se soucier de la valeur qui est créée pour cet investisseur. C'est cette relation agentielle, effectivement. L'actionnaire apporte des ressources financières, des fonds propres, finalement, et le dirigeant doit prendre les décisions les meilleures pour les faire fructifier, c'est-à-dire dans le sens précisément où il doit contribuer, ces décisions doivent contribuer à créer de la valeur pour l'actionnaire. Alors, c'est intéressant parce que vous avez évoqué la relation de l'agence, la théorie de l'agence. Mais en fait, je dirais la théorie de l'agence qui est née dans sa version normative dans les années 70, suite aux travaux bien connus de Janssen et Meklin, mais je dirais est apparue en quelque sorte en réaction par rapport à l'ouvrage célèbre de Berle-Mintz de 1932, qui a quand même eu un très grand succès et qui quand même consacrait le principe de séparation entre la propriété et le contrôle. Absolument. Et si j'étais quelque peu provocateur, et permettez-le que je le sois, je dirais que la valeur actionnariale résulte historiquement de cette théorie de la dépossession du contrôle par les actionnaires. C'est-à-dire que le livre de Berle-Mintz, qui a eu des répercussions considérables, d'abord, si vous me permettez de regarder la date, 1932, c'était encore en pleine crise financière et économique. C'était après la crise de 29. C'était après la crise de 29. Voilà un ouvrage qui va montrer que dans l'essentiel des sociétés américaines, il y a un éparpillement de la propriété finalement, et que de ce fait, le pouvoir est entre les mains des dirigeants. Alors, ça a été ce qu'on a appelé le pouvoir managérial. Et cette thèse a quand même eu un succès important. Ça veut dire que finalement, les actionnaires n'étaient propriétaires que de leur part sociale. Et c'est là où c'est intéressant de bien regarder toujours ce que le droit peut apporter aussi au raisonnement. Parce que la société, c'est la personne morale qui était en définitive détentrice des droits de propriété. L'actionnaire, dans le raisonnement de Berle-Mintz, n'était propriétaire
que des seules parts sociales. Et de ce fait, le pouvoir était entre les mains de la technostructure, de ces grands chefs d'entreprise, et il a fallu attendre les années 60, avec des auteurs aussi connus que Galbraith, pour réagir à ce point de vue. Et donc, on a vu à cette époque le premier versant, je dirais, de la théorie de l'agence, qui était la théorie positive de l'agence, mais c'est surtout les travaux de Janssen et Meklin qui ont fait autorité, en vue précisément de restaurer, si vous voulez, le pouvoir de contrôle aux actionnaires. Alors, Gérard Egoyen, si vous me permettez de réagir, parce que là, vous avez évoqué de très nombreux points. Burle-Mintz 1932, c'est une théorie de la dépossession, en quelque sorte, c'est ce que vous avez dit. Oui. C'est vrai que chez Burle-Mintz, il y a cette idée que la propriété peut rendre un peu fou. C'est-à-dire que la crise de 29, c'était une crise de la spéculation. Exact. Et donc, à force Claude Bébéar avait cette formule que sur ce plateau Bernard Prat a reprise, qui était à trop regarder son cours de bourse, on devient idiot. Et donc, il ne faut surtout pas trop le regarder. C'est cette tension-là qu'il faut savoir gérer, c'est-à-dire la nécessité de faire fructifier des fonds qui sont confiés aux dirigeants, sans pour autant, et je pense notamment quand on est soi-même pour une part propriétaire, si on a des stock options par exemple, dans votre ouvrage il y a toute une partie sur le management par la valeur, sans pour autant tomber dans les dérives qui consisteraient à avoir les yeux rivés sur le court terme et sur la seule maximisation de cette valeur actionnariale. Certains lui opposent la valeur partenariale. Exact. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, c'est très, très intéressante. Ce que je voulais dire justement, que cette approche en termes de relations agentielles, que je situe comme une réaction finalement, oui. Donc ce que vous avez dit, donc la valeur actionnariale a été érigée non seulement, je dirais au plan théorique, comme objectif assigné par la théorie financière à la firme, la maximisation de l'utilité des actionnaires, c'est-à-dire de la valeur de l'action, qui coïncide parce que l'hypothèse retenue, n'oublions jamais que les modèles ne sont vrais que par rapport aux hypothèses qui les fondent, c'est-à-dire l'hypothèse d'efficience des marchés, qui fait coïncider la valeur de l'action, la richesse des actionnaires, avec la valeur de la firme, parce qu'il y a efficience des marchés. Donc ça, c'est le côté théorique, mais n'oublions pas que la valeur actionnariale a été érigée également en règle de management, au plan opérationnel, manager par la valeur, c'est-à-dire manager en cherchant à maximiser des critères comme l'EVA, Economic Value Added, ou Market Value Added. Donc je veux dire, il y a cette approche. Alors cette approche, personnellement, je la critique. Je la critique parce qu'elle est fondée sur des visions que je n'ai pas de ce que doit être le management de l'entreprise. À savoir d'abord la myopie actionnariale. C'est-à-dire, c'est un management orienté court terme. N'est-ce pas ? J'oserais presque dire que c'est la dictature du court terme. Bien sûr. N'est-ce pas ? Le cours du lendemain fait la politique d'aujourd'hui. On a les yeux braqués sur le cours de bourse du lendemain. Et vous voyez, il y a une catégorie d'entreprises qui ne s'inscrit pas dans cette perspective de court terme. C'est précisément l'entreprise familiale. Vous êtes un spécialiste, vous êtes responsable du pôle de recherche sur les entreprises familiales à l'Université de Bordeaux. Pour moi, la valeur et sa création, indispensable à la pérennité de l'entreprise. La valeur se réalise dans le temps. Si je regarde les formules utilisées en finance, la valeur de l'action, c'est la somme actualisée dans le temps des cash flows sécrétés par l'entreprise. Revenons aux fondamentaux, ne nous en éloignons pas. Cet objectif de court terme qui est issu de ces fondements théoriques, n'est-ce pas, je ne les partage pas. Je pense qu'ils viennent aussi de ce qu'est aujourd'hui le capital dans les sociétés cotées, qui est un capital internationalisé et institutionnalisé.
et je l'explique beaucoup dans l'ouvrage, la part importante dans le capital des sociétés cotées en particulier, quel que soit le lieu de cotation, accordée aux fonds mutuels, aux investisseurs institutionnels en général, contribue par essence même à ce qu'on s'intéresse à la création de valeur de court terme, à court terme. Vous avez évoqué les dérives potentielles du management par la valeur. Elles ont existé. C'est une maximisation de la rentabilité. C'est la fameuse maximisation du RE, voilà, du return on equity. Dans cette vision d'entreprise familiale, je rappelais que vous êtes responsable d'un centre de recherche sur les entreprises familiales. J'évoquais aussi la question de la gouvernance partenariale. Oui. Dans les familles, on a conscience de ce rôle que les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire ses salariés, mais aussi ses fournisseurs, mais aussi ses clients, jouent dans la création de cette valeur et dans le fait qu'elle est nécessairement plus collective que strictement réduite. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. On a le mode de gouvernance actionnariale. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de séparer dans cette perspective, par rapport à la question que vous posiez, valeur actionnariale et gouvernance. Bon. Mais on ne retient finalement qu'une seule partie prenante, c'est-à-dire l'actionnaire. Bien sûr. Alors certes, l'actionnaire supporte les risques, bien entendu, mais il y a d'autres partenaires à considérer. Alors, il y a eu cette approche qui a été développée à partir des années 60 aussi en parallèle, qui était une vision qui valorisait le rôle finalement des stakeholders, c'est-à-dire des parties prenantes. L'ensemble des parties prenantes contribuant à la création de richesses, bien entendu. En interne, comme les salariés, bien entendu, ou en externe, comme les clients, les fournisseurs, les apporteurs de ressources externes, comme les banquiers, n'est-ce pas, et la collectivité dans son ensemble. Alors, je suis proche de cette vision parce que pourquoi elle n'a pas eu le succès qu'à la valeur actionnariale? Parce qu'on a défini ce concept de valeur partenariale. Mais finalement, comment mesurer la valeur partenariale? Alors, moi qui ai quelques origines comptables et qui aime le droit, la comptabilité précisément, parce que je pense que pour comprendre bien l'entreprise, il faut connaître toutes ces matières. Autrefois, il y a eu quelque chose qui a été pour moi très important. C'était les comptes de surplus de productivité globale. Et qui avait été mis au point par le Centre d'études et de recherche par les coûts. Et c'était déjà pour moi une vision partenariale de l'entreprise, puisque ce surplus créé par l'entreprise n'était pas accaparé par une seule partie prenante, comme dans la vision actionnariale, où seul l'actionnaire capte ce surplus monétaire, mais était partagé entre l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à créer ce surplus. J'aime bien ce type d'approche. Alors, ça me permet justement par rapport à l'ouvrage de dire, mais existe-t-il aujourd'hui dans le monde un modèle dominant? Est-ce que c'est le modèle anglo-saxon de C'est votre conclusion sur la convergence des systèmes nationaux de gouvernance. On a pu croire à un moment donné que le modèle dit rhénan, c'est-à-dire allemand ou français, parce que n'oublions pas quand même, nous sommes le pays de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, de l'actionnariat des sociétés, de l'actionnariat, pardon, des salariés. Bon, c'est une vision quand même différente. C'est ce qu'on appelle le modèle rhénan. Est-ce qu'on pense que ce modèle a du succès? Malheureusement, je suis quand même obligé de reconnaître aujourd'hui que même si des expériences ici ou là existent pour avoir cette vision de la gouvernance plurale, le modèle dominant de par le monde, c'est quand même la gouvernance actionnariale. Actionnariale et disciplinaire, c'est-à-dire dans le sens où tout doit être fait et tout doit être mis en place pour que le dirigeant prenne les bonnes décisions pour maximiser à court terme la valeur actionnariale. Eh bien, pour creuser cette gouvernance actionnariale, ses limites
et les limites de la gouvernance plurale, qui est, voilà, pour en tout cas élever le débat, peut-être plus qu'encore que d'apporter des réponses définitives. Donc cet ouvrage, Création de valeur et gouvernance de l'entreprise, la 4e édition, aux éditions Economica. Gérard Irigoyen, merci de votre venue. Merci à vous.